Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les niveaux phonologiques. Lorsque des morphèmes ou des mots se côtoient, il arrive que leur forme sonore change. Comment écrire un mot ou un morphème lorsque sa forme sonore change de la sorte? Tout d'abord, rappelons ce qu'est un morphème. Un morphème est une partie de mot qui a une signification. Un morphème peut être une racine, comme chance. Un préfixe attaché au début d'une racine, comme mal dans malchance. Un suffixe attaché à la fin d'une racine, comme e dans chanceux. Il existe d'autres types de morphèmes, mais cela suffit pour commencer. Parlons maintenant des changements dans les morphèmes et les mots. Lorsque nous disons la forme sonore change, nous parlons d'un changement régulier qui dépend d'où le mot ou le morphème se trouve, ce qui se trouve à côté de lui. Regardons par exemple les mots cats et dogs en anglais. Le pluriel se prononce s dans cats, mais z dans dogs. Si on prend les adjectifs illégal, indiscret et inapte, le préfixe qui signifie pas change de forme selon le son qu'il côtoie. Quelle est la première décision à prendre quand il y a des changements comme ceci? Voici un principe pour commencer. Si un son ne s'oppose pas à d'autres sons, il ne faut pas l'écrire avec une lettre distincte. Voir vidéo 9 sur la représentation des consonnes et des voyelles. Voici un autre exemple de la langue Koni du Ghana. Le mot pour haricot se prononce chimé avec le son ch en initiale. Le son ch n'apparaît que devant les voyelles comme i. Autrement, devant les autres voyelles, c'est le son s qu'on trouve. Il n'y a pas d'opposition entre s et ch. Il n'existe pas de mots qui ne diffèrent que par ces sons. On les écrit donc tous avec s. Nous y reviendrons plus tard. C'est utile lorsque les sons ne s'opposent pas. Que fait-on si un son oppositionnel se transforme en un autre son? Si un morphème apparaît à côté d'un autre et qu'un son change d'un son oppositionnel à un autre son oppositionnel, il faut alors se poser d'autres questions. C'est ici que l'idée de niveau phonologique est utile. Pensez aux marches d'une échelle. Ce qui est dans la tête des gens, même s'ils n'en sont pas conscients, est appelé le niveau sous-jacent. Ce qu'on dit réellement est appelé niveau de surface. Ils sont parfois identiques, parfois différents. J'entends parfois le terme forme et parfois le terme niveau. Quelle est la différence entre ces deux termes? Une forme est un mot ou un morphème particulier comme mal ou chance. Pensez à un niveau comme à un endroit où se trouvent les formes. Ainsi, un niveau sous-jacent a des formes sous-jacentes comme
illégal et si, mais. De même, un niveau de surface a des formes de surface comme illégal et chimé. En français, il y a le préfixe un comme forme sous-jacente et il est prononcé un dans des mots comme indiscret. Les formes sous-jacentes et de surface sont donc les mêmes ici. Mais pensez à illégal. Ici, la forme sous-jacente est toujours un, mais la forme de surface est maintenant il avec un le. De même, pour le mot koni chimé, on doit poser une forme sous-jacente simé et une forme de surface chimé. On peut écrire une règle pour transformer la forme sous-jacente en forme de surface. Nous n'aborderons pas ici les détails de la rédaction de ces règles. Vous pouvez suivre une formation en phonologie à cet effet. Ok. Il est utile de penser à une forme sous-jacente, ce que nous avons dans la tête, et à une forme de surface, comment nous le disons vraiment. Alors, laquelle des deux écrit-on dans une orthographe? Réfléchissons aux avantages et aux inconvénients de chaque choix. Si l'on écrit la forme sous-jacente, on a l'avantage de garder la même apparence, le même aspect tout le temps. C'est ce que l'on appelle parfois l'image constante du mot. Le lecteur le reconnaît rapidement. Cependant, l'inconvénient est que parfois la forme sous-jacente ne correspond pas à la façon dont les gens le prononcent réellement ou pensent qu'ils le prononcent. Si l'on écrit la forme de surface, l'avantage est que c'est tel que les gens le prononcent. Un inconvénient est qu'il modifie l'aspect du mot ou du morphème de sorte que les gens ne peuvent pas l'identifier aussi rapidement. En outre, les gens ne sont pas toujours conscients du fait qu'ils le prononcent comme ça. En effet, tous ces éléments semblent importants. Comment décider? Ajoutons une autre idée qui nous aidera. On va ajouter un niveau supplémentaire entre le niveau sous-jacent et le niveau de surface. C'est ce que l'on appelle le niveau lexical. Voyons comment cela fonctionne. Nous verrons que le niveau lexical est ce dont les gens sont réellement conscients. C'est la façon dont les niveaux sous-jacents, lexicaux et de surface sont liés les uns aux autres. Avec le morphème un, les gens sont conscients qu'il se prononce illégal. Illégal se situe au niveau lexical et nous disposons d'une règle lexicale pour passer du niveau sous-jacent au niveau lexical. Et pour cela, il n'y a pas de changement entre le niveau lexical et le niveau de surface. Pour chimé, c'est différent. On commence par simé au niveau sous-jacent et il n'y a pas de règle lexicale, donc pas de changement au niveau lexical. Mais il y a une règle post-lexicale.
ce qui donne pour le niveau de surface. Pour l'orthographe, on vise le niveau lexical. On écrit donc illégal avec un L et chimé avec S. Comment savoir quel type de règles existe et à quel niveau on se trouve? Je vais proposer quelques tests tout de suite, mais j'ai déjà mentionné le premier, c'est-à-dire les locuteurs sont conscients du niveau lexical après l'application d'une règle lexicale. Un locuteur non formé n'est généralement pas conscient des résultats d'une règle post-lexicale. Voici un autre exemple. Vous vous souvenez de cats et dogs. On prononce S pour cats et Z pour dogs. Mais les anglophones non formés n'en sont pas conscients. La règle qui transforme S en Z est donc une règle post-lexicale. Même si S et Z s'opposent en anglais, dans ce cas, on l'a écrit tous les deux comme S. Cela semble assez facile, mais y a-t-il des complications? Le niveau lexical est un point de départ pour les décisions. Il est toujours bon de vérifier vos décisions par des tests et d'y apporter les modifications nécessaires. Par ailleurs, toutes les décisions ne sont pas aussi simples que les exemples mentionnés. Il existe donc d'autres tests pour vous aider à déterminer ce qui est une règle lexicale et ce qui est une règle post-lexicale. D'accord. Peux-tu nous parler de ces autres tests? Nous avons déjà parlé de deux d'entre eux. Tout d'abord, la règle produit-elle un son qui n'est pas opposable à un autre son dans la langue, comme ch en coni? Si c'est le cas, il s'agit d'une règle post-lexicale. Il ne faut pas écrire ce son. Deuxièmement, les locuteurs sont-ils conscients du résultat de la règle? Conscients de ce son? Comme les personnes ne connaissent pas la différence entre le pluriel de cats et celui de dogs, s'ils ne sont pas conscients, la règle est post-lexicale. Il ne faut pas écrire cette différence. Mais s'ils en sont conscients, il s'agit probablement d'une règle lexicale. Troisièmement, la règle s'applique-t-elle au-delà des frontières entre les mots, pas juste à l'intérieur des mots? Si c'est le cas, il s'agit d'une règle post-lexicale. Il ne faut pas écrire cette différence. Cela nous explique les règles post-lexicales. Qu'en est-il des tests pour les règles lexicales? D'abord, la règle exige-t-elle une frontière morphémique particulière lorsque les morphèmes s'unissent pour former un mot? Si c'est le cas, il s'agit d'une règle lexicale. Il faut écrire le produit de cette règle. Deuxièmement, la règle ne s'applique-t-elle qu'à certains mots et pas à d'autres, même s'ils sont phonologiquement et grammaticalement similaires? Si c'est le cas, il s'agit d'une règle lexicale. Il faut écrire le produit de cette règle. Troisièmement, la règle manque-t-elle une motivation phonétique? Si c'est le cas, il s'agit d'une règle lexicale. Il faut écrire le produit de cette règle. Notez bien, les règles lexicales et post-lexicales
peuvent avoir des motivations phonétiques. Mais lorsqu'il n'y a pas de motivation phonétique, on peut qualifier une règle de lexicale. Est-ce que tous ces tests fonctionnent vraiment? La plupart du temps, c'est le cas, mais pas toujours. Il y a parfois des complications. On peut obtenir des réponses différentes selon que l'on interroge des personnes âgées ou des jeunes, par exemple. Parfois, les choses se compliquent et la réponse n'est pas toujours claire. Mais le fait de viser le niveau lexical constitue un bon point de départ. Et il convient toujours de tester les décisions auprès de différentes personnes. Voir la vidéo sur le testing d'une orthographe. Pourrais-tu nous montrer vraiment un autre exemple de la façon dont on peut appliquer ces tests? Dans la langue Tchumburung du Ghana, Kofi est un prénom et Kung signifie tête. Mais quand on dit la tête de Kofi, on dit Kofu Kung. Le I se transforme en OU. S'agit-il d'une règle lexicale ou d'une règle post-lexicale? I et OU s'opposent l'un à l'autre. Ce test n'est donc d'aucune utilité. Mais cela s'applique sans aucun doute au-delà des frontières entre les mots. Il s'agit donc bien d'une règle post-lexicale. Et il ne faut pas écrire le résultat de cette règle. On écrit donc Kofi Kung et non Kofu Kung. Un dernier conseil. Parfois, les tests ne donnent pas de réponse claire. Il y a généralement plus de règles post-lexicales que de règles lexicales. Si l'on n'est pas sûr qu'une règle soit lexicale ou post-lexicale, il faut donc supposer qu'elle est post-lexicale et ne pas écrire le résultat. Nous constatons que lorsque les sons d'un morphème changent dans différents mots, l'idée de niveau phonologique peut nous aider. Il y a des questions à poser et des principes à appliquer pour répondre à la question « Comment écrire ce mot ?»